Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce numéro de ID. Nous savons tous que le mois de décembre, c'est une période où les uns et les autres se préparent pour la célébration de la fête des fins d'année. Et dire merci au Seigneur pour nous avoir accordé les 365 jours et se préparer pour entamer la nouvelle année. Avant d'entamer la nouvelle année, il est clair qu'il faut faire le bilan de l'année écoulée et se fixer des objectifs pour l'année débutante. Comment faire le bilan de son année? Comment se fixer les objectifs? Voilà ce pourquoi nous avons invité Dr Dra Yao Mawena, que vous connaissez très bien. Il est un pasteur, il est aussi un consultant en ressources humaines pour nous éclairer sur les modalités du bilan. Comment réussir son bilan? Comment se fixer des objectifs? Docteur, bonjour et bienvenue dans ID. Bonjour, Monsieur Condon. Vous êtes déjà dans ID. Et ça fait toujours plaisir d'être dans cette émission parce que c'est justement une occasion pour que nous puissions partager nos idées. Je reçois tes idées, tu reçois mes idées. Exactement. Et les téléspectateurs reçoivent nos idées. Merci. Et nous voudrons aussi en cette année recevoir aussi vos idées. Merci beaucoup. C'est le moment où il faut regarder dans les rétroviseurs pour voir ce qui a été accompli durant les 365 jours et maintenant regarder au devant pour se fixer des objectifs. Vous êtes spécialiste en la matière. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à propos du bilan? Un bilan sur quel plan? Parce que dire bilan, c'est vague. Alors, moi, je vais débuter l'émission par un bilan personnel, le bilan de l'humain, le bilan d'un individu, un bilan sur un point de vue microéconomique. Donc, quelle est la perception que nous avons d'un homme? Un homme, est-ce que l'homme est la substance que je vois devant moi? Non. Il y a quelque chose que j'ai l'habitude de dire, un paradigme humain, c'est-à-dire la perception que j'ai de l'homme en tant qu'esprit, en tant qu'âme, en tant que corps et en tant que cœur. Nous sommes en fin d'année. Quel est le bilan que je fais de mon corps? Nous sommes en fin d'année. Quel est le bilan que je fais de mon cœur? Quel est le bilan que je fais de mon esprit? Et quel est le bilan que je fais de mon mental? Sur un point de vue individuel, ça. Maintenant, sur un point de vue familial, quel est le bilan? Sur un point de vue national, quel est le bilan? Sur un point de vue international, quel est le bilan? Et par ce mot bilan, je veux tout simplement dire l'évaluation. Quelle est l'évaluation que j'arrive à faire d'une situation donnée? Oui, d'une situation donnée, certainement qu'il y en aura des critères évidents pour pouvoir faire ce bilan-là, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de critères. Je prends un homme. En tant que quoi? En tant que corps, j'ai un corps qui a les 5 sens. J'ai un corps dans lequel le sang coule. J'ai un corps dans lequel il y a un poumon. Par rapport à l'année passée, est-ce que tout marche bien? Est-ce que mon cœur travaille bien? Est-ce que mon poumon travaille bien? Les ingrédients qui se trouvent dans ce sang, comment ce corps-là arrive à se régulariser pendant 365 jours sans que je n'ai aucun problème? Il faut que j'aille faire un bilan. Et très souvent, c'est ça seulement que les gens n'appellent pas bilan. À la fin de chaque année, on court dans les centres médicaux et on dit « je vais faire un bilan de santé ». Or, ce n'est que le bilan du corps. Donc, le tout dépend de là où tu te trouves, l'objectif que tu poursuis. Qu'est-ce que tu veux atteindre après le bilan? Si c'est ton corps que tu maximises dans ta vie, si c'est le corps qui est seulement l'unique chose que tu admires dans tout ton être, tu vas voir que tu vas seulement t'intéresser
au bilan du corps que nous appelons régulièrement le bilan de la santé. Est-ce que très souvent, les gens en font? Mais je pense personnellement que en fin d'année, les gens se mettent sous pression. Les gens, d'une manière ou d'une autre, font un bilan. C'est-à-dire le jour où tu tombes malade, tu vas à l'hôpital, les médecins des fois font un bilan. Quel que soit ce qui nous sépare du début de l'année. On peut être en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Dès que j'ai trop d'ennuis de santé, le médecin dit je vais faire un bilan. Celui-là aussi a fait un bilan. Il y a des gens qui volontairement, en fin de chaque année, vont voir leur médecin et disent je vais faire un bilan de ma santé. Est-ce que tu as mal quelque part? Il dit non, je n'ai aucun problème, mais je veux faire un bilan. Ça là, je pense que sur 100%, on a à peine 30%. On a peu de gens qui pensent faire un bilan de santé en fin d'année. Oui, en tant que consultant en ressources humaines, ça veut dire que vous travaillez avec les ressources humaines à tout instant. Selon vous, le faire et ne pas le faire, qu'est-ce qui est primordial? C'est dangereux. Et moi, je n'attends pas la fin d'année. Moi aussi, je choisis mes fins d'année. Pourquoi ne pas le faire, par exemple, en juillet? Chaque fois que mon anniversaire s'approche, je fais un bilan pour voir si je me porte bien. Quelqu'un peut le faire en octobre. C'est sa fin d'année. Je pense que cette histoire de fin d'année-là nous met trop sous pression. Tout sera normal. C'est le même soleil qui se lèverait. C'est les mêmes personnes que tu vois autour de toi. Rien ne change dans le monde naturel. Mais histoire de fin d'année, de début d'année, c'est une invention des hommes et très souvent seulement pour se mettre sous pression. C'est mon avis. Pensez-vous qu'à côté du bilan de santé, il y a encore d'autres domaines qui sont intéressés par le bilan? Alors, comme on parle du corps, je vais m'y intéresser un peu. Quand vous prenez le corps, il y a d'autres choses qui se trouvent dans le corps, ce que j'appelle la discipline. Est-ce que j'ai bien utilisé mon corps? Est-ce que je fais du sport, par exemple? Est-ce que je prends trop de poids? Est-ce que je diminue trop en poids? Je parle du bilan par rapport à mon objectif. Est-ce que j'implique beaucoup mon corps à l'objectif que je vais atteindre dans la vie, ou bien je suis dans la distraction? Et qu'est-ce que j'appelle par distraction? Mon objectif est là devant moi, mais j'utilise mon corps pour faire les choses qui n'ont rien à voir avec mon objectif dans la vie. C'est ça que j'appelle distraction. Donc, je dois faire toutes ces évaluations. Alors, ceci étant, je tombe sur le cœur. Généralement, dans le cœur, nous avons l'empathie ou l'apathie, c'est-à-dire aimer, ne pas aimer, l'affection ou la haine. Est-ce que je m'aime moi-même? Nous sommes en fin d'année. Quelles sont les valeurs que j'avais, que j'ai gardées et que je dois continuer? Est-ce que les gens essayent-ils de voler ces valeurs personnelles qui me font admirer de moi? Alors, quand vous commencez par étudier ces choses, vous allez voir que j'ai d'autres évaluations, d'autres bilans aussi à faire. Au niveau du cœur, l'amour ou la haine. Qui sont les personnes que j'aimais avant, mais que j'ai pris en haine au cours de l'année passée, ou bien au cours de l'année qui est en train de finir? Qui sont ces gens-là? Je dois corriger cela. Et tout débute par ce que j'ai fait envers moi-même. Est-ce que j'aime toujours mes valeurs? Est-ce que j'ai toujours ma confiance en soi? J'aime ce niveau de confiance que j'ai en moi-même. Est-ce que j'ai l'assurance de soi? Cette assurance que j'ai envers moi-même, que quel que soit ce qui arrive, je suis capable d'émerger. Si vous perdez ces choses,
cela veut dire que vous perdez vos propres valeurs. Et le point de départ de la perte de ces valeurs, c'est qu'à un moment donné, l'estime de soi disparaît de votre vie. Ainsi donc, la confiance de soi disparaît et ainsi donc, l'assurance de soi disparaît. Donc, ces valeurs intrinsèques, quelle est mon opinion par rapport à mes propres valeurs? C'est à évaluer en chaque fin d'année. Mon opinion par rapport à mes propres valeurs. Ou bien, les gens ont fait de moi leur sujet. C'est-à-dire, je rejette mes propres valeurs pour vivre conformément aux valeurs des autres. Question. Deuxième chose, par rapport à autrui. Est-ce que toujours je les aime toujours? Cette année, ai-je développé plus l'empathie ou l'apathie? C'est-à-dire, est-ce que j'ai développé plus l'amour ou la haine? Dieu n'a pas créé le cœur que nous avons pour être haineux. Dieu nous a donné un cœur pour que notre cœur vive en amour avec les autres. Donc quand je fais le bilan, ça m'aide à corriger toutes ces choses-là avant d'entrer dans la nouvelle année. Alors c'est une occasion de dire, si en cette fin d'année, j'ai quelqu'un en haine, c'est le moment de la réconciliation. C'est le moment de pardonner. C'est le moment de faire quoi? De recommencer sur une nouvelle base. Et maintenant, je prends l'esprit. Mon esprit, c'est ça qui me rapproche du Créateur. L'année qui vient d'écouler, ou bien qui est en train de finir, quelle est la relation que j'ai avec mon Créateur? Bilan peut-être négatif. J'ai perdu trop mon temps à faire autre chose et peu de temps avec mon Créateur. Quelle que soit la religion, ayez un bon rapport avec votre Créateur. 2. La notion du bien et du mal. Est-ce que cette année-là, j'ai fait plus de mal que de bien? Le bilan va me le dire. Comme ça, je saurai accorder plus de temps pour le bien, plus que pour le mal. Ça, c'est le bilan que nous pourrons faire de notre esprit. La relation avec Dieu et la notion du bien et du mal. C'est ça encore que j'appelle la conscience. Et le dernier bilan, c'est mental. Et c'est ça qui intéresse la plupart des gens. Pour les gens, après le bilan de santé, il faut penser tout de suite à notre mental. C'est-à-dire que cette année, les objectifs que je vais atteindre, est-ce que je les ai atteints? Et c'est ça qui met plusieurs sous pression. L'année surpassée, j'ai échoué. L'année passée, j'ai échoué. Cette année encore, l'année qui est en train de finir ou bien qui vient de finir, j'ai encore échoué. Je n'ai pas atteint mes objectifs. Le bilan mental peut te rendre malade. Le bilan mental peut te rendre stressé. Le bilan mental peut faire en sorte que tu acquiers le découragement. Et c'est ça qui arrive à la plupart des gens. Mais je voudrais vous dire pour le moment que le bilan n'est pas seulement mental. Le bilan prend en compte le paradigme humain, c'est-à-dire l'esprit, le mental, le corps et le cœur. Et revenant toujours sur le mental, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire tout simplement que quoi? Un homme doit avoir un objectif. Un homme doit avoir une vision. Et aujourd'hui, nous nous disons, je n'ai pas atteint ma vision. Par rapport à quoi vous n'avez pas atteint votre vision? Est-ce que vous avez planifié votre vision? Et je pense que si vous devez oublier quelque chose au cours de cette émission, n'oubliez pas ce mot, planification. C'est ce mot planification-là qui va nous aider peut-être l'année prochaine à savoir si nous avons atteint nos objectifs ou bien si nous ne l'avons pas atteint. Merci, pasteur. Vous avez parlé de l'estime de soi. C'est quoi l'estime de soi? C'est l'opinion que j'ai envers moi-même. C'est ça qu'on appelle l'estime de soi. Est-ce que cette opinion-là est négative ou est-ce que cette opinion est positive? Si l'opinion est positive, j'ai l'estime de soi.
Si l'opinion est négative, je n'ai pas l'estime de soi. Et dans l'estime de soi, ce n'est pas seulement la couleur de ma peau ou bien la forme de mon corps. Il y a des valeurs que j'ai cultivées ou bien les valeurs qu'on a inculquées en moi. Est-ce que je respecte mes valeurs? Est-ce que je respecte mes principes de vie? Si vous êtes dans votre ligne droite en respectant vos valeurs intrinsèques et en rejetant toutes les valeurs extrinsèques négatives, là on dit que vous avez l'estime de soi. Et la confiance en soi? La confiance en soi, après l'estime de soi, vient la confiance en soi. Qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? C'est la capacité. Je me sens capable. Je peux le faire. Si vous avez estime de soi, vous vous sentez comment? Capable. Donc, c'est les deux mots, ou bien nous avons deux mots qui sont proches l'un de l'autre, mais qui signifient autre chose. J'ai l'estime de soi, c'est-à-dire, j'ai une bonne opinion de mes valeurs intrinsèques. Et cette opinion positive me permet de dire, je suis capable. Il n'y a pas l'impossibilité dans ma bouche. Je peux aller au-delà des limites que la société m'a tracées. Je suis capable. Dès que vous dites je suis capable, je peux le faire. En oubliant tout langage d'incapabilité ou bien d'impossibilité, on dit que celui-là, il a la confiance en soi. Et laissez-moi vous dire, l'estime de soi et la confiance en soi donnent à l'individu un troisième mot que j'appelle l'assurance de soi. C'est-à-dire que la personne est inébranlable. Elle sait que quel que soit ce qui arrive, lui, il va toujours réussir. C'est ça qu'on appelle l'assurance de soi. Oui, et quelle est l'assurance de soi dans le dégrainage des jours d'une année? Vous avez l'assurance en soi, en vous. Maintenant, au cours de l'année finissante, ou l'année débutante, quelle est sa valeur dans votre vie, dans la vie que vous allez mener au cours de cette année-là? Disons que les trois mots, l'estime de soi, la confiance en soi et l'assurance de soi, constituent la base. Les 365 jours ont quoi? Leur handicap. C'est comme une course. Dès que vous commencez la course de l'année, il y a des gens qui vont trébucher, tomber et ne vont plus se relever. Il y a des gens qui vont courir, arriver à un niveau, ils sont étouffés et on est obligé de les rapatrier vers les hôpitaux. À la ligne d'arrivée, peu de gens arrivent fatigués, mais quand même ils traversent la ligne d'arrivée. On dit que quoi? Lui, il a le premier prix, lui, il a le deuxième prix, lui, il a le troisième prix. Et quand vous étudiez la vie des athlètes, ils ont un plat défini en tête. Au premier tour, je vais accélérer ou bien au deuxième tour, je vais accélérer ou bien au troisième tour. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire? Un athlète planifie sa course. Vous voulez réussir en fin d'année. Vous voulez avoir le meilleur des meilleurs en fin d'année. Vous voulez dire qu'en cette fin d'année, moi aussi j'ai atteint mes objectifs. Mais est-ce que vous avez planifié l'objectif? L'échec d'une fin d'année n'est que la somme des échecs accumulés chaque jour. Alors, je n'attends pas la fin de l'année pour m'évaluer. Non. J'ai un objectif à atteindre en fin d'année. J'ai planifié cet objectif-là. 6 mois, 6 mois. Après 3 mois, 3 mois. Après l'objectif mensuel. Après l'objectif par semaine. Après l'objectif journalier. Le soir, en arrivant à la maison, je n'ai pas atteint l'objectif journalier. Demain, je n'ai pas atteint l'objectif journalier. Donc, à la fin de la semaine, je n'ai pas atteint l'objectif hebdomadaire. La somme de ces échecs accumulés font l'échec mensuel.
Supposons qu'à la fin de chaque mois, je fais une évaluation ou bien un bilan. Je vais me rendre compte que même avant de la fin de l'année, j'ai déjà échoué. Ou bien en juillet, je dois me rendre compte que j'ai déjà échoué. Je n'attendrai pas la fin du mois de décembre pour m'en rendre compte. Il faut la planification journalièrement, évaluer la planification. Que vous soyez jardinier, que vous soyez élève, que vous soyez étudiant, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez ménagère ou bien patron, une évaluation continuelle et une évaluation journalière te permet d'éviter les surprises en fin de décembre. Nous sommes en début d'une nouvelle année. Pour que l'année nouvelle dans laquelle nous sommes engagés soit prospère pour nous, en tant qu'un consultant, qu'est-ce que vous conseillez aux uns et aux autres pour que le bilan soit positif en fin d'année? La première chose, quel est l'objectif de cette année? Première chose, pour ma vie, j'ai un propos de vie. À la fin de ma vie, je vais atteindre cet objectif. Dans les 10 ans à venir, je vais atteindre cet objectif. Dans les 5 ans à venir, je vais atteindre cet objectif. Dans cette année, je vais atteindre cet objectif-là. Maintenant, l'objectif de l'année, qu'est-ce que je fais? Je planifie ça en 2 petits objectifs mensuels et après le mensuel, je planifie ça en petits objectifs hebdomadaires. Et puis après l'objectif hebdomadaire, je planifie ça en objectif journalier. Et c'est la somme de tout ça là qui va déterminer mon succès en fin d'année. Et moi je crois que quand vous le faites si bien, avec consistance, avec diligence, en fin d'année, si vous n'atteignez pas 100%, vous pouvez atteindre 60%. Et si on dit que vous avez échoué, ça veut dire que vous avez atteint 40% de cet objectif. Et là, vous pouvez être encore animé d'optimisme. Mais si en fin d'année de chaque année, tu te rends compte que tu n'as même pas fait 2% de ces objectifs. Et tous les ans comme ça, c'est comme ça. L'année passe, je n'ai rien pu faire. L'autre année, je n'ai rien pu faire. Le cumul de ces objectifs non atteints chasse de vous l'optimisme et vous donne quelque chose que je n'aimerais pas que vous ayez maintenant, le pessimisme. Vous ne voulez pas que les gens soient pessimistes. En tant qu'un repère pour la plupart des gens et des entreprises que vous consultez, est-ce que les gens se fixent quand même des objectifs en début d'année? La majorité. Toutes les sociétés, généralement, font quelque chose que j'apprécie, le bilan de fin d'année. Actuellement, on court derrière les experts comptables, les cabinets, le bilan de fin d'année, bilan de fin d'année, le bilan de fin d'année. Les sociétés des impôts aussi ont besoin de ça pour s'évaluer. On va vers les entreprises, vous devez payer impôts après le bilan de fin d'année, n'est-ce pas? Donc toutes ces choses-là, je voudrais tout simplement dire que la fin d'année met une pression. La fin d'année là, ça met une pression. Pourquoi attendons-nous alors la fin de l'année pour que les gens de dehors viennent faire pression sur nous? Pourquoi nous-mêmes, nous ne pourrons pas avoir nos objectifs? Pourquoi nous-mêmes, nous ne pouvons pas planifier nos objectifs? Pourquoi nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous évaluer avant que les autres cherchent à nous évaluer? Alors, si quelqu'un s'évalue bien, il n'a pas besoin des autres pour l'évaluer. Si quelqu'un fait un bon bilan de lui-même, il n'a pas besoin des autres pour lui faire un bilan. On va t'évaluer en se basant sur des critères
Et après cette évaluation, tu peux avoir une promotion. Ou bien, on va t'enlever de ce poste-là. Parce que l'évaluation a été négative. Alors nous, en tant que consultant en ressources humaines, on se penche beaucoup plus. Moi, personnellement, je me penche beaucoup plus vers l'individu. Est-ce que tu as un objectif dans la vie? Est-ce que tu sais là où tu vas? Est-ce que tu sais que tu as une source? Est-ce que tu connais les potentialités que tu as en toi? Alors ces petites questions-là, j'amène l'individu à répondre à ces questions. Et quand il finit de répondre à ces questions-là, il développe l'estime de soi. 2, il développe la confiance en soi. 3, il développe l'assurance de soi. Et il commence par lui-même, par s'évaluer par rapport à lui-même. Et à la fin de la journée, il relate bien dans la société. Très souvent, en fin d'année, l'évaluation s'est faite par soi-même ou bien par autrui. Quand les gens finissent par développer le pessimisme, cela veut dire qu'ils ont fait auto-évaluation. Le mental, mes visions, est-ce que je les ai atteintes? Non. Le cœur, je constate que cette année, il y a trop de haine autour de moi. J'ai perdu mes amis. Est-ce que ce n'est pas ma faute ou bien c'est leur faute? Je dois me recorriger. L'esprit, est-ce que je suis en bon terme avec mon Créateur? Façon dont j'adore Dieu là. Est-ce que c'est comme ça Dieu voudrait qu'on l'adore? Donc tout ça là, qu'est-ce que je suis en train de faire? L'auto-évaluation. C'est par rapport à moi-même. Maintenant, la vie des autres, si c'est par rapport à Dieu, mon pasteur ou bien l'imam va te dire, de toute façon dont tu viens à la mosquée cette semaine-là, non, on te voit rarement à la mosquée maintenant. Si tu es pasteur, toi, on te voit rarement à l'église maintenant. Ta vie de prière n'est plus bonne. Ça, c'est les autres qui t'apprécient alors. Alors, si tu te juges toi-même, tu fais un bon bilan de toi-même là, je pense que tu donnes peu de chance aux autres de t'évaluer. Par rapport aux autres, au service, à la mosquée, à l'église, est-ce que je suis en bon terme? Pourquoi les gens ont peur de m'approcher? Pourquoi je n'ai pas d'amis même dans la mosquée, même dans l'église, même à mon lieu de travail? Tout le monde me craint et me fuit. Pourquoi? J'ai un problème avec mon cœur. Je ne sais pas développer l'amour. Je ne sais pas ramener les autres proches de moi. L'apathie, je repousse seulement les autres. Maintenant, si vous manquez l'empathie, comment est-ce que vous pouvez être synergique? En pleine émission, en début de l'émission, vous criez le nom de quelqu'un. Est-ce que vous êtes prêt là-bas? Cela veut dire que votre performance dépend de sa performance. Et à la fin de l'émission tout à l'heure, tu vas les remercier avant de laisser le micro. Cela veut dire que votre travail est un travail synergique. Si quelqu'un en milieu de travail n'est pas synergique là, où se trouve le problème? Le vrai problème, c'est qu'il a des problèmes avec son cœur. Alors, nous, en tant que consultants en leadership, je vais aider celui-là d'abord à développer l'empathie dans le cœur. Je vais l'aider à développer le bon sens, le bon fonctionnement de son cœur. Dieu t'a créé pour que quoi? Pour que tu aimes, pas pour haïr. Ton caractère que tu as développé jusqu'à présent ne permet pas aux autres de s'approcher de toi. Comment être au milieu? Et des psychologues, comme la Bible, comme le Coran, ont défini des critères. Pourquoi? Pour être équilibré en tant qu'un homme dans la société. Très souvent, en début d'année, comme là où nous sommes, les gens sont très enthousiastes à démarrer l'année et à penser positivement que cette année sera la meilleure pour moi. Mais chemin faisant, on remarque que les gens commencent par perdre espoir, les gens commencent par être un peu pessimistes ou bien les gens commencent par se laisser aller. Si quelqu'un ne sait pas planifier, ou bien il fait un mauvais plan, il débute toujours, je vais réussir. Par rapport aux grands,
projets ou bien il voit seulement la fin de ses rêves en décembre. Mais non, il faut planifier ce rêve-là, cet objectif-là. Il faut le mettre en petit objectif. D'abord, fin juillet, je suis ici par rapport à mon objectif. Fin mars, je suis ici par rapport à mon objectif. Fin janvier, je dois être là. Quand est-ce que le découragement vient? Fin janvier, tu n'as même pas encore débuté. Fin février, tu n'as pas débuté. Fin mars, tu n'as pas débuté. Et puis tu es découragé. Et on débute toujours quelque part. Là où on se trouve, en utilisant ce qu'on a. Si la personne a l'assurance en soi, il se dit toujours, je débute là où je me trouve. Je débute avec ce que j'ai. Et je débute avec ce que j'ai dans l'environnement. Mais il y a des gens qui ont de bons objectifs. Mais débuter leur objectif dans la vie dépend des facteurs comment extrinsèques. C'est celui-ci qui doit me faire ça. Il a refusé de me le faire. C'est celui-là. Si moi aussi je peux avoir la faveur de l'autre là. Si moi aussi je peux avoir quelqu'un. Et dans tout le mois de janvier, il se promène pour chercher la faveur des gens. S'il n'en trouve pas, il vient rester dans la chambre pour pleurer. Mais regardons dans nos mains. Quand nous fouillons bien, il y a quelque chose quelque part avec lequel nous pouvons débuter. Et cette chose-là se trouve en vous-même. Nous sommes en 2022. Oui. L'année vient de commencer. En tant que consultant, est-ce que vous avez des conseils clairs à nous donner pour que notre année ne soit une année de succès? Quel est mon objectif pour la fin de l'année? Décembre là. Quels sont les objectifs que je vais atteindre? Décembre 2022. Après avoir élaboré ces objectifs-là, je m'assieds, je planifie ces objectifs. Après la planification, je fais une gestion de temps, c'est-à-dire la discipline. Quel est le temps que je vais accorder à cet objectif? Et je fais recours à mes valeurs intrinsèques. Est-ce que je développe la passion dans mon cœur? L'objectif est mental. Est-ce que je développe une passion exagérée même? Quel que soit ce qui arrive, ça là, je vais atteindre ce résultat-là en fin du mois. Ou bien à la fin du mois. Je vais atteindre ce résultat-là à la fin de 3 mois. Je vais atteindre ce résultat-là à la fin de décembre. Ça brûle en moi et ça diminue tout de suite mon temps de sommeil. Donc, qu'est-ce que je voudrais vous dire? L'objectif mental, la passion dans le cœur. Et la troisième chose, la discipline que je me donne. J'accorde beaucoup plus de temps à mes objectifs, plus qu'aux distractions. Je prends un exemple banal. Je suis élève et j'ai toujours eu une moyenne de 10, 11. Je me dis que pour cette fin d'année-là, je vais avoir une moyenne de 18. Je vais être l'excellent de ma classe. Ça, c'est une vision. Mais le prof n'atteint pas la fin de l'année pour évaluer tes connaissances. Le prof t'évalue journalièrement. Tous les jours, il y a interrogation. Et ces notes-là sont regroupées à la fin de chaque trimestre. Ça veut dire que quoi? Je dors avant 21h. Maintenant, je vais commencer par dormir à minuit. Je vais être prêt tous les matins. Je me couche à minuit, je me réveille à 4h. Et je me réveille toujours
en sursaut. Est-ce que je suis prêt? La leçon de demain là. Est-ce que je suis prêt à la première heure, à la deuxième heure? Je revis tout ça là. Je vais en classe. J'ai la meilleure note lundi. J'ai la meilleure note mardi. J'ai la meilleure note mercredi. J'ai la meilleure note jeudi. J'ai la meilleure note vendredi. Donc la somme de ces meilleures notes là me fait quoi? Premier par semaine. J'étais premier journalièrement, je suis premier par semaine. À la fin de mois, je serai premier. À la fin du trimestre, je serai premier. Dormir tous les jours, en voulant être premier à la fin du trimestre, là, tu t'es trompé toi-même. Tu t'es trompé toi-même. Donc, je suis en train de parler. La même chose est valable pour nous, les parents aussi. La même chose est valable pour un employé aussi. À la fin de cette année, quand on va évaluer les gens à la TVT, on va dire que je suis le premier employé de la TVT, le meilleur employé de la TVT. Le premier lundi de la nouvelle année, tu es en retard de 2 heures de temps. Le mardi, tu es en retard. Et avec fierté, tu signes même le cahier que tu es en retard. Mais à la fin de l'année, tu veux être le meilleur employé. Alors, toi-même, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de te tromper. La responsabilité personnelle que tu prends, c'est-à-dire après avoir défini l'objectif, après avoir planifié tes objectifs, il faut développer la passion du cœur, l'amour de son travail. Comment tu le fais consciencieusement? Avec passion. 2, la discipline, c'est-à-dire que quoi? Tu n'as pas le temps de distraction. Tout le temps, tu penses à comment mieux le faire. Et après la discipline que tu as élaborée, il faut maintenant quoi? La conscience. C'est cette force de guidance-là qui vient de ton esprit, qui dirige la passion du cœur. Ne pas aller vers le mal, le bien, qui dirige la vision, avoir un objectif positif, une belle vision. C'est-à-dire que quoi? C'est une force intérieure qui te guide. Donc, pour bien résumer, la passion du cœur, la vision dans le mental, la discipline dans le corps et la guidance de l'esprit te font conquérir le monde. Quel que soit ce qui arrive, tu vas atteindre ses objectifs. Voilà, quel que soit ce qui arrive, tu vas atteindre ses objectifs. Quelqu'un qui se fixe des objectifs et dit Dieu le fera. Tu es en train de parler de la fatalité. Je suis pasteur, je crois à la prédestination. Il faut que nous ayons en tête que si j'ai des objectifs, l'objectif ne sera jamais atteint parce que Dieu seulement veut que ça soit atteint. L'objectif sera atteint quand moi-même je mets la passion, la discipline. Et c'est très important. Mon cœur court derrière cet objectif. Je suis discipliné. La plus grande partie de mon temps, c'est pour mon objectif. Ce n'est pas pour autre chose. Tu me dis de faire quelque chose qui n'est pas dans mon objectif, je dis non, je n'ai pas le temps pour ça. Et tout ça l'a conjugué là. C'est ça qui fait que j'atteins, je deviens ce que je veux atteindre à la fin de l'année. Supposons que je me dis très jeune, à l'âge de 22 ans, je sais que je vais être pasteur. Alors je suis dans la chambre, je serai pasteur. Et Dieu m'a dit, je serai le plus grand pasteur. Dieu m'a dit que je vais réussir dans la vie. Et puis je suis là, tout le temps dans la chambre, je serai. Non, je me suis levé. J'ai commencé par me battre. Je fais mon travail avec passion. Et le résultat est là aujourd'hui. Et ceux qui se fixent des objectifs et ne se gênent pas en comptant seulement sur Dieu. C'est une autre question encore, la même question autrement. Tu as des objectifs, tu ne te gênes pas, tu comptes seulement sur Dieu va le faire, Dieu va le faire, Dieu va le faire. C'est comme si je dis, moi là, je vais aller un jour en Europe ou bien aux États-Unis. Et puis, quelqu'un t'approche.
Tout le temps, tu mets objectif aller en Europe, aux États-Unis. Quelle est ta carte d'identité? Tu n'as pas. Où est ton passeport? Tu n'as pas. Or, la personne, le même jour, veut t'aider à prendre visa. Tu ne vois pas que tu as un problème avec toi-même. Quelqu'un qui veut aller en Europe ou aux États-Unis, qui n'a même pas de carte d'identité, qui n'a même pas pensé au passeport. Si Europe et États-Unis vient à l'improviste, si Dieu même te met sur un plateau d'argent là, il dit aujourd'hui tu vas partir là, est-ce que tu es prêt? Tu as quelque chose à amener. Je préfère te répondre par ce symbole-là. En tant que consultant, comment pensez-vous que les gens réagissent? Ils réagissent en disant que c'est moi-même qui suis auteur de mon succès, ou bien c'est Dieu qui fera mon succès? C'est un ensemble de paradigmes réunis qui me fait dire que j'ai réussi. Il y a moi-même, il y a Dieu, il y a mon mental, c'est-à-dire moi-même, il y a mon corps, moi-même, il y a les capacités en moi, moi-même. Mais je sais que la source, c'est quelqu'un qui a mis en moi. La passion, moi-même, c'est quelqu'un qui te fait aimer ça. Pourquoi naturellement? Hein? Vous pouvez me répondre? Pourquoi naturellement? J'aime les vestes et naturellement tu aimes ma vie traditionnelle. Pourquoi? Est-ce que tu peux dire que c'est moi-même? Ce qui te fait aimer cela par passion là, c'est plus fort que toi. Quelqu'un aime le blanc, quelqu'un aime le bleu. Ce qui fait qu'il aime le blanc là, c'est plus fort que toi. Donc moi-même, même te fait dire qu'il y a quelqu'un ou bien quelque chose en toi qui te fait aimer ceci et qui ne te fait pas aimer l'autre chose. Et cette chose-là, c'est une valeur supérieure. C'est un créateur quelque part. Oui. Cette question s'adresse à vous, les hommes de Dieu. Vous qui êtes en ce début d'année devant les foules pour leur parler de la parole divine. Ouais. Et par rapport aux objectifs, qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites que quand vous fixez vos objectifs, implorez Dieu et attendez là, ou bien quand vous fixez vos objectifs, mettez-vous à l'œuvre, mouillez le maillot pour y parvenir. Qui a le plus travaillé dans le monde? Moi, je suis pasteur, je suis chrétien. Jésus-Christ a utilisé 3 ans. Il a mis 3 ans, il a atteint son objectif. Vous voyez comment Mahomet a travaillé dur. Même les gens qui ont amené les doctrines, que ce soit la religion chrétienne, la religion musulmane, bouddhisme, quand vous étudiez leur vie, ils ont travaillé plus que tout le monde. Jésus-Christ, en 3 ans de ministère, il a vécu 33 ans, il a dit, après avoir travaillé dur 3 ans, il dit, tout est accompli, j'ai fini. Cela veut dire qu'il a travaillé dur. Mahomet n'est pas resté la main entre les jambes. Il a travaillé dur. Moi, je suis pasteur, vous me permettez de citer la Bible. Il n'a pas dit que Dieu renumère ceux qui le cherchent. Il dit Dieu renumère ceux qui le cherchent avec diligence. C'est-à-dire l'ardeur, la détermination, la volonté, le travail dur avec lequel je sers mon Dieu. C'est cela que Dieu renumère. Donc, c'est mal comprendre les Saintes Écritures, c'est mal comprendre le Coran, c'est mal comprendre la Torah que de dire aux fidèles, restez là-bas, pleurez, et Dieu va tout faire pour vous. Travaillez dur. Je dis aux gens, nous sommes en début d'année, ayez un objectif à atteindre. L'objectif spirituel. Comment tu vas servir Dieu cette année? Comment tu vas travailler dans le royaume? L'objectif mental, c'est-à-dire tes propres objectifs qui vont t'aider à avoir de l'argent. Il faut les développer. Planifie ces objectifs-là. Commencez par courir derrière cet objectif-là. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième objectif, tu as des problèmes avec les gens en lieu de culte. Essaie de faire amitié. Essaie de faire la paix. Tu as des problèmes avec ta femme, tes enfants à la maison. Essaie de faire la paix avec ta femme et tes enfants. Et dernier objectif, tu as fait le mal jusqu'à présent. Est-ce que maintenant,
tu veux te tourner vers le bien en aiguisant ta conscience et en travaillant beaucoup. Aucune religion dans ce monde ne dit jamais aux gens de faire le mal. C'est la perversité de l'homme qui les pousse à faire le mal. Donc, une bonne religiosité nous pousse toujours vers le bien et non vers le mal. Donc, c'est tout cela qu'on dit aux gens. Donc, il n'y a aucun pasteur, aucun imam, aucun bouddhiste qui dit aux gens, vous là, priez, priez, 24 heures sur 24 heures, priez, 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 priez. Et puis, à la fin de la prière, ils vont trouver le pain quotidien. En se fixant des objectifs de l'année en cours, vous les fixez par rapport à vous seul ou bien par rapport à votre impact sur autrui? Il y a des gens qui développent des objectifs que nous appelons des objectifs communs. L'imam que vous êtes veut construire cette année une mosquée. C'est ça, non? Toi seul, tu ne peux pas construire la mosquée. Vous êtes obligé de faire quoi? Communiquer cette vision-là, cet objectif avec vos paroissiens, ou bien avec les autres imams, avec les autres adeptes de la mosquée. Nous voudrons construire une mosquée. Pareil pour un pasteur. L'entreprise que je dirige, moi seul, je ne peux pas diriger l'entreprise. Après mes valeurs intrinsèques, il faut avoir cette force-là de communiquer ma vision avec les autres dans les autres départements. Et les objectifs à atteindre, le conseil d'administration dans une société élabore cet objectif-là et met ça entre les mains du DG. Et le DG planifie cela. Et là, ça me pousse, ou bien ça ouvre une parenthèse pour que je dise que tout le monde, en ayant un objectif dans la vie, développe un leadership personnel. Mais en communiquant les objectifs avec quelqu'un qui puisse l'aider, cette personne-là, qui puisse l'aider à atteindre un objectif commun, développe un leadership interpersonnel. Donc, dans une grande société, c'est le leadership interpersonnel efficace. Et en troisième position, le leadership managérial et organisationnel. C'est-à-dire que, en tant qu'individu, j'ai ma vision. Je partage cela avec les autres. Ils s'adhèrent à la vision et ils m'aident à faire quoi? À manager la vision. Ils m'aident à organiser cette vision-là. Et en fin d'année, toute l'équipe réussit. Toute l'équipe atteint ses objectifs. Un exemple banal, nous sommes dans l'émission Idée. Une très belle émission. Le directeur de la TVT a approuvé ça. Est-ce qu'il est sur le plateau? Il a communiqué. Tu as adhéré et tu le fais si bien. Mais chaque semaine, tu dois rendre compte. C'est ça qu'on appelle développer une vision commune. Les autres départements aussi en rendent compte. Vous êtes en train de développer une vision commune. Et en fin d'année, tout le monde dit la TVT a gagné. Et quand la TVT gagne, on voit si la radio aussi a gagné. Et le ministre de la Communication dit au président, j'ai gagné. Et c'est cette synergie-là entre les départements qui font qu'on dit que la communication a été parfaite, la communication a gagné. Docteur Dra Yaomawina, j'aurais souhaité vous garder encore plus longtemps, mais le temps qui nous est imparti touche pratiquement à sa fin. C'est tellement que vous avez une dernière leçon à nous donner en ce début d'année pour que nous puissions cheminer les 365 jours qui sont devant nous. Je sais qu'il y a des facteurs extrinsèques qui ont dérangé
les 2 ou 3 ans passés, le Covid. Et ces facteurs ont bloqué beaucoup de choses. Mais la question que je me pose, est-ce que ma réussite dépend du Covid? Non. Ma réussite dépend des valeurs intrinsèques dans la vie. Donc, que ma joie et mon bonheur, l'optimisme ou le pessimisme ne dépend pas de ces valeurs qui sont plus fortes que moi. Je peux en ces moments difficiles utiliser un mental très fort. Je peux utiliser une conscience très forte vers le bien. Je peux utiliser une discipline très forte. Me battre, même en moment de difficulté, pour atteindre mes objectifs. Ceci, bien sûr, après que j'ai pu voir que les bilans des années passées ont été un bilan négatif. Cette année, en fin d'année, le bilan sera positif. Chaque jour, évalue-toi. Chaque semaine, évalue-toi. Chaque mois, évalue-toi. Chaque 3 mois, évalue-toi. Chaque 6 mois, évalue-toi. Et à la fin de l'année, tu ne seras plus surpris des résultats. Parce que ce soit le succès, que ce soit l'échec, ce n'est que la somme des résultats que tu as accumulés journalièrement, hebdomadairement, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Bonne et heureuse année à tout le monde. Chers techniciens, merci pour le travail fourni le long de l'année précédente. Que cette année soit encore une année de vigueur pour chacun d'entre vous. Mel Kakou Adam, la réalisatrice de cette émission, que la santé soit votre cadeau quotidien durant les 366 jours ou les 365 jours que nous avons amenés ensemble. Chakpala Anna, la monteuse de cette émission, merci à vous aussi et à tous ceux qui contribuent de loin ou de près pour que cette émission puisse se maintenir et apporter du nouveau aux téléspectateurs. Nous allons nous retrouver la prochaine fois. Pour aujourd'hui, c'est fini. D'ici là, bye bye.